Bonjour à tous, sur cette chaîne YouTube vous retrouverez des résumés de livres et des résumés d'études scientifiques sur des sujets comme l'étude du cerveau et ses applications dans la vie concrète de tous les jours, comme par exemple l'apprentissage rapide, la programmation neurolinguistique ou le développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de faire le résumé du livre Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene, qui est ce livre-là. Alors, ce livre est très volumineux, il est très grand, il est aussi très bien noté dans tous les sites sur lesquels il est référencé. Sur internet, il y a énormément d'avis positifs sur ce livre-là et donc j'avais envie de le lire. Mais comme je le disais, il est extrêmement volumineux, il est très grand, il y a 48 lois au total qui sont vraiment détaillées avec beaucoup d'exemples historiques qui détaillent véritablement ces lois. Et donc, je ne vais pas faire le résumé des 48 lois d'un seul coup dans cette seule vidéo-là. Je vais faire plusieurs vidéos où je vais détailler 5 lois par vidéo sur une série qui va faire une dizaine de vidéos du coup, pour véritablement faire le résumé total de ce livre. Alors, le but de ce livre-là, d'après Robert Greene, c'est vraiment de donner des lois du pouvoir, c'est-à-dire d'ensemble de principes et de stratégies qui vont vous permettre d'augmenter dans la hiérarchie d'une organisation. Une organisation, que ce soit dans une organisation militaire, dans une organisation comme un parti politique, une grande entreprise, ce genre de choses. Et pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là, en fait, pour pouvoir adapter et appliquer véritablement toutes les lois dont je vais vous parler après, l'auteur nous dit qu'il y a tout un tas de prérequis, c'est-à-dire tout un tas de petites règles qu'il faut apprendre et qu'il faut connaître avant de connaître les lois pour pouvoir bien les appliquer. L'idée ici, c'est que pour pouvoir monter dans une hiérarchie et gagner en pouvoir, il faut pouvoir adapter et il faut pouvoir appliquer des stratégies de manière concrète et de manière rigoureuse. Et en fait, on ne peut pas faire ça si on ne maîtrise pas bien ses émotions. D'après Robert Greene, du coup, le jeu du pouvoir, le pouvoir est véritablement un jeu qu'il faut réussir à gagner et qu'il y a des règles. Et pour pouvoir réussir à jouer à ces règles-là, il faut ne pas prendre les choses trop à cœur, ne pas prendre les choses trop personnellement. D'après Robert Greene, du coup, toujours, le pouvoir est complètement amoral, ou en tout cas le jeu du pouvoir est amoral. Il n'est pas immoral, attention, il est juste que c'est en dehors de la morale, c'est quelque chose qui... Lorsque on se fait trahir par un allié, lorsqu'on se fait tromper, ou voilà, il faut pas prendre toutes ces choses-là personnellement, puisque si on fait ça, on risque de se mettre en colère et ne pas réussir à appliquer nos stratégies qu'on avait mis à la base. Pareil, si jamais notre propre stratégie requiert un petit peu d'audace, eh bien si on est quelqu'un de trop craintif, qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions à ce niveau-là, eh bien on risque de ne pas pouvoir appliquer ces stratégies-là. Bref, donc du coup les prérequis, comme je le disais, savoir maîtriser ses émotions, ne pas prendre les choses trop à cœur, ne pas prendre les choses personnellement, il s'agit qu'un jeu du pouvoir, et il faut comprendre que le pouvoir est amoral, et donc il faut réussir à s'entendre à ce niveau-là. La loi numéro 1 du coup de ce livre, c'est qu'il ne faut jamais surpasser le maître. Dans l'idée, c'est qu'il ne faut jamais surpasser vos supérieurs hiérarchiques il ne faut jamais faire de l'ombre en tout cas à vos supérieurs hiérarchiques. Admettons par exemple dans une entreprise, si vous affichez des intentions de monter dans la hiérarchie, si vous affichez des intentions très claires de vouloir gagner en pouvoir et de monter dans la hiérarchie, vous risquez en fait à ce niveau-là de faire peur à vos actuels supérieurs hiérarchiques à qui vous voulez peut-être prendre la place. Et donc, ceci peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous mettre un plafond de verre au-dessus de votre tête qui vous empêchera de progresser. Il y a énormément d'histoires en fait dans ce livre-là qui illustrent les différentes lois de ce livre. Et la première histoire, c'est celle qui est décrite de celle de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, c'était un courtisan à la cour de Louis XIV. Et il était connu pour créer des fêtes somptueuses, pour avoir un palais extraordinairement beau et créer des fêtes qui étaient vraiment connues de tout Paris, voire même de toute l'Europe. Et ça lui a joué des tours, puisque en fait Louis XIV était quelqu'un de très jaloux finalement. Il était censé être le roi et comme il est le roi, il est forcément celui qui organise les plus belles fêtes, il est forcément celui qui a le plus beau château, etc. etc. Et du coup, lorsqu'il a su que Nicolas Fouquet, qui était l'un de ses ministres, Nicolas Fouquet était l'un des ministres de Louis XIV,
faisait des fêtes qui étaient encore plus somptueuses que lui, eh bien finalement il était devenu jaloux de ça, à tel point qu'il a fait enfermer Nicolas Fouquet, emprisonné à vie même je crois. Donc voilà, la loi numéro 1, ne jamais faire de l'ombre à ses supérieurs hiérarchiques. La loi numéro 2, c'est qu'il ne faut jamais compter sur ses amis, mais qu'il faut apprendre à utiliser ses ennemis. L'idée ici, c'est que on peut beaucoup plus facilement faire confiance aux intérêts des gens qu'à leur bonne volonté, tout simplement. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez d'assez triste, mais c'est comme ça. Ici, l'auteur nous montre l'exemple de Michael III de Byzance, hein, l'empereur Michael III de Byzance. Avant d'accéder au trône, s'était lié d'amitié avec le garçon d'écurie de sa ville ou de son palais. Et une fois qu'il a accédé au trône, il avait envie d'avoir autour de lui des gens de confiance, des ministres en qui il pouvait avoir confiance, des gens qui étaient ses amis en fait. Plutôt que tout un tas de conseillers qui lui avaient été dictés plus ou moins. Et donc il a demandé à son ami Basilius, hein, le garçon d'écurie s'appelait Basilius, et il lui a demandé de venir avec lui et lui a proposé un poste de ministre à l'Empire. Les années passant, Basilius, l'ancien garçon d'écurie, commença à devenir de plus en plus avare, à avoir de plus en plus le goût du luxe, l'appât du gain, et il en est arrivé à comploter contre le ministre de la guerre, le ministre des armées de Michael III, de l'empereur. Celui-ci étant le chef des armées, et il convoitait son poste. À tel point qu'en fait, il a vraiment comploté contre lui, au point qu'il a demandé et il a réussi à obtenir de l'empereur Michael III que cette personne-là se fasse exécuter. Et que Basilius prenne sa place à la tête de l'armée. S'ensuivit ce que s'ensuivit, c'est-à-dire que Basilius étant à la tête de l'armée, il était plus puissant encore que l'empereur et donc il a évincé ce dernier, a fait exécuter son ancien ami pour devenir empereur à sa place. Donc la loi, utilisez vos ennemis et ne comptez pas tellement sur vos amis. La loi numéro 3 est une loi qui est en lien un peu avec la première loi. La loi numéro 3, c'est qu'il faut cacher ses intentions. Il faut vraiment cacher ses intentions et afficher publiquement des intentions différentes que celles qui sont réellement les nôtres. Et c'est pour ça que je dis qu'elle ressemble un peu à la loi numéro 1, dans le sens que si on veut monter dans une hiérarchie et qu'il faut cacher ses intentions si jamais on a envie d'évincer un supérieur hiérarchique, eh bien là c'est un peu la même chose, hein, ne surpasse jamais le maître. C'est un peu la même chose ici que cacher ses intentions, dans le sens que, voilà, si jamais on montre publiquement nos intentions, nos réelles intentions, eh bien on peut se faire des ennemis qui auraient des intérêts communs, hein, des conflits d'intérêts qui seraient vraiment compliqués à gérer pour nous, et qui donc il vaut mieux publiquement présenter des intentions différentes que celles qui sont réellement les nôtres, pour créer un leurre en fait, tout simplement. La loi numéro 4, du coup, la loi numéro 4 de ce livre, c'est la loi qui dit qu'il faut toujours en dire moins que nécessaire. Il faut toujours en dire moins que nécessaire, dans le sens que si jamais on parle trop, on est trop bavard, eh bien finalement cela risque de se retourner contre nous à un certain point, dans le sens que moins on en dit, moins on a de chance de dire des bêtises qui ne seraient contre-productives, qui ne seraient véritablement négatives pour notre propre réputation. Ici, Robert Greene nous donne l'exemple d'un général romain. Je vous avoue, je ne me rappelle plus de son nom. C'était un général romain du temps de la République romaine, donc avant l'Empire, hein, avant l'avènement de César sur le trône. Et en fait, c'était un général qui était un excellent tacticien militaire et qui gagnait bataille sur bataille. Et ceci lui a fait gagner une cote de popularité auprès des citoyens de la République qui était assez gigantesque, au point que beaucoup d'amis de ce fameux général lui conseilla de se présenter au Sénat. Le Sénat pas de l'Empire du coup, mais de la République romaine, était le siège du pouvoir à l'époque. Ce qui a fait que, effectivement, ce général-là, sous les conseils de ses amis, s'est présenté au Sénat, mais lors des débats publics, lors des présentations publiques, en fait, il s'est présenté comme quelqu'un de très rustre, de très vulgaire, il parlait vraiment vulgairement, et ceci a fait complètement chuter sa cote de popularité.
auprès des citoyens de l'Empire, de sorte qu'il ne s'est pas fait élire malgré qu'il avait à la base, de par ses faits d'armes, une cote de popularité assez gigantesque. La loi numéro 5. La loi numéro 5 qui est... Alors je ne vais pas vous mentir, la loi numéro 5, c'est la seule loi, enfin pas la seule, mais c'est la loi dont je me souvenais le plus après avoir fini la lecture de ce livre. C'est, je pense, l'une des lois les plus importantes en fait à savoir de ce livre, qui est véritablement à noter de tout ce livre. Et la loi numéro 5, c'est tellement de choses dépendent de notre réputation qu'il faut la protéger à tout prix. Alors ça, c'est assez facile à comprendre, clairement. Tellement de choses dépendent de notre réputation qu'il faut la protéger à tout prix. Il donne ici l'exemple, Robert Greene, de Choco Liang, le général Liang, même devrais-je dire. Dans la Chine moyenâgeuse, il y avait deux généraux, enfin il y avait plus de généraux que ça, mais dans notre histoire il y en avait deux, le général Liang et un ennemi à lui. Ces deux hommes se connaissaient très très bien. Le général ennemi de Liang savait de lui qu'il avait un génie tactique, un génie militaire tout à fait prononcé, qu'il était très 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 bon dans les stratégies militaires, qui gagnait bataille sur bataille lui aussi. De sorte qu'à un moment, ces deux généraux voulaient capturer une ville, ils voulaient véritablement s'imposer dans une cité. Pour pouvoir évaluer les forces en présence, le général Liang est allé lui-même en tant qu'éclaireur dans cette ville-là, pour pouvoir évaluer les défenses, les forces en présence dans la cité, etc. Et pour ça, il s'est déguisé en moine taoïste, il a rejoint une confédération de moines taoïstes, et il a commencé à prier devant les murs de la cité. Et à ce moment-là, manque de chance pour lui, le fameux général ennemi, lui est arrivé en même temps dans la ville, sauf que lui est arrivé avec l'entièreté de ses troupes. Et donc, forcément, sur le papier, le général Liang était très 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 défavorisé, puisque à 1 contre 3000, dû au nombre des soldats ennemis, sur le papier, il était extrêmement défavorisé, on comprend bien. Seulement, l'histoire nous raconte autre chose, c'est que le général ennemi a reconnu une fois dans la ville le général Liang déguisé en moine taoïste. Et en voyant le général Liang ennemi, du coup un de ses ennemis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné les talons et il a pris toute son armée et il est parti. Il a fui la ville en se disant que, connaissant la réputation du général Liang, il ne s'est même pas posé la question de savoir si il avait des troupes ou pas. Il s'est dit, en fait, tel que décrit dans le livre, que en fait, il connaissait tellement bien ce général-là que s'il était déjà là, ça veut dire que la ville était à lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il ne s'est même pas posé de questions, et il s'en est allé. Et ce, juste avec sa réputation, parce que ce n'était pas le cas, il était véritablement en éclaireur, il n'avait pas, le général Liang, de troupes avec lui. Donc effectivement, ce général ennemi aurait pu profiter de la situation pour prendre la ville. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà, donc c'était les 5 premières lois de ce livre, les 48 lois du pouvoir, par Robert Greene. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et pour pouvoir voir en fait la suite de cette petite série que je fais sur les résumés de livres. Alors il y aura le résumé de ce livre-là, mais il y aura aussi beaucoup d'autres par la suite. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!